précise, le génocide avait été reconnu par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU le 28 juin. 28 juin, oui. La France, intervenant sous chapitre 7 dans le cadre de l'opération Turquoise, est signataire de cette convention de 1948 pour la prévention et la répression du génocide, convention qui était signée à Paris au Palais de Chaillot en 1948. La France se devait d'intervenir et arrêter notamment les présumés génocidaires et puis porter secours. Or, là, précisément, est-ce qu'il y a eu entente entre les militaires français et le préfet de Quibouillet? C'est probable, nous n'en avons pas de preuves, mais le colonel Rosier est venu le 26 juin, donc la veille de la rencontre, là. Et probablement, il a parlé au préfet de Quibouillet, lui accordant un délai pour terminer, disons, l'opération de nettoyage. Nous avons un document beaucoup plus précis, c'est un compte-rendu de rencontre entre le colonel Rosier et deux ministres, le ministre des Affaires étrangères, Bicham Mpaka, et puis le ministre de la Défense, qui s'appelle Augustin Bizimana. Augustin Bizimungu. Non, ça c'est le chef d'état-major, Bizimungu. Bizimana, c'est un ministre qui est encore en fuite, qui n'est toujours pas arrêté. Et qu'est-ce que écrit le colonel Rosier, qui commandait les opérations spéciales, le commandant des opérations spéciales à sa hiérarchie? Il dit que politiquement, la situation est très bonne pour le gouvernement intérimaire parce que tous les opposants ont été écartés, éliminés. Mais il y a qu'un problème, c'est la situation militaire, mais les Rwandais comptent bien à ce que l'armée française rétablisse la situation militaire. Et notamment, il y avait un stratagème qui n'a pas marché, mais un stratagème humanitaire qui a été préparé. C'était d'envoyer Bernard Kouchner au général Dallaire pour lui dire: il y a encore des orphelins à Kigali, il faut que vous demandiez aux para-français de venir protéger ces orphelins à Kigali. Et ça aurait permis donc à l'armée française d'être à Kigali au moment où la ville allait être prise pour le FPR. Et donc le FPR n'aurait pas pu prendre la ville, à moins de rentrer, de combattre un membre permanent du Conseil de sécurité. Et ça aurait permis au gouvernement intérimaire de se maintenir. Et une question peut-être plus personnelle, l'évacuation des rescapés, elle s'est passée comment? Comment ont été traités les rescapés? Et surtout, comment est-ce que les gens ont réussi à se reconstruire ou pas après? L'évacuation des rescapés de la zone turquoise vers la zone contrôlée par le FPR se faisait par camion, et c'est moi qui devrais m'en occuper parce que je parvenais à communiquer avec les militaires français. Et c'est pourquoi j'ai resté avec CCRO jusqu'au dernier convoi. Donc, pour la première fois, en évacuant les Tutsis rescapés, il y avait de petits accrochages avec les Hutus qui se trouvaient sur la route. Et c'est pourquoi on a été obligé de couvrir les camions avec les tentes dans la région du FPR. Vous dites le rétablissement ou la reconstruction, nous avons été complètement démolis, voire avoir perdu toute la famille. Il y a des gens qui ne parviennent même pas aujourd'hui à supporter la vie. Il y a des traumatisés encore, il y a ceux qui ont essayé de se rétablir, il y a des jeunes gens qui viennent de terminer les universités, qui commencent à mener leur propre vie. Il y a des gens qui ont été amputés de façon abusive pendant leur sauvetage en plus. Donc c'est ce que j'ai entendu dire qu'est arrivé à Goma, au Zaïre à l'époque. Les médecins préféraient amputer les membres qui pourrissaient, au lieu de soigner les plaies. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y a des malades qui fuyaient l'hôpital pour ne pas se faire amputer, et ils se portaient bien aujourd'hui. Pour ce qui est de la reconstitution morale, physique, le traumatisme est là, et c'est quelque chose qui fait partie et là, même s'il y a des services qui s'en occupent, ça n'aboutit pas. Mais ça ne peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas des rescapés qui ont été assassinés après le génocide? Il y a eu pas mal de rescapés qui ont été tués après le génocide par les infiltrés qui venaient du Congo. J'ai perdu 4 cousins qui étaient restés, qui étaient rescapés.
et qui avaient gagné leur village, ils ont été tués par des... C'est tellement monstrueux qu'on n'a même pas envie de chercher un mot pour qualifier ce qui s'est passé, quoi. C'est au-delà de l'horreur, vraiment au-delà de l'horreur. Et tout ça dans un silence, une sorte de conspiration du silence. La mission parlementaire, alors il était totalement impossible de ne pas savoir ce qui se passait. Elle s'est tue complètement, elle a refusé d'auditionner des témoins. Léotard, à l'époque, avait même empêché qu'on porte secours aux victimes. Ouais, mais c'est... Enfin voilà, la France c'est a laissé agir les c'est assassins. affreux et c'est incompréhensif. C'est Ouais. Enfin, François Léotard, ministre de la Défense, était à Guichita le 29 juin. Et il y a des journalistes, Raymond Bonner du New York Times et Sam Quillet du Times, qui lui ont demandé explicitement d'aller porter secours, d'envoyer des soldats pour porter secours aux 2000 Tutsis qui étaient là-haut à Bicécero. Ils en avaient vu. 2000 sur les 80 000 de la ville à peu près. Enfin, 80 000, bon, je sais pas, 60 000 peut-être. Mais Léotard a dit qu'il n'avait pas assez de troupes, alors qu'il y avait des troupes là à Guichita qui étaient super armées, et devant les soldats rwandais qui n'avaient plus guère envie de se battre, sauf devant des Tutsis désarmés, enfin qui n'avaient pas envie d'affronter les troupes du FPR et des miliciens, les militaires français, ils avaient tous les moyens pour les protéger, mais Léotard a interpellé les journalistes anglo-saxons en disant que font leurs pays. Et le responsable militaire, la Marin Gillier, qui commandait le commando Trépel, là, a reçu l'ordre d'aller voir un prêtre français, Mandiondo, qui se trouvait à 30 km de là. Et ils sont passés le matin à Bicécero sans porter secours aux Tutsis. Mais il se trouve qu'il y a des journalistes qui sont venus, notamment guidés par Sam Quillet. Là, c'est Michel Pérard. Mais il y a une équipe de France 2, de Philippe Boisserie, qui suivait le convoi de Marin Gillier, mais qui l'a perdu. Et ils sont tombés sur les Tutsis, et fait très intéressant, notamment au niveau de la justice, parce que c'est une affaire qui va en justice. Éric, ici présent, a été interviewé par Philippe Boisserie, et l'émission est passée le soir du 30 juin sur France 2. Et je me rappelle que j'ai rencontré des journalistes le 30 avant que les militaires français ne reviennent. Oui. Ils avaient un jupe rouge, si je me rappelle bien. Et il m'avait demandé de ne pas m'aller me cacher trop loin. Quand je vois des journalistes, il faut que je vienne leur expliquer ce qui se passait. Et j'ai cru que c'est à cause de ces journalistes que les militaires français sont revenus. C'est ce que je pense, moi, personnellement. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que maintenant, il y a eu le week-end dernier un colloque, justement, qui parle de faits nouveaux dans ce qu'on peut savoir sur le génocide, des rapports d'enquête, des travaux universitaires. Est-ce qu'on peut envisager, d'une part, des suites judiciaires pour empêcher la France de s'exonérer de ses responsabilités dans cette extermination mise en œuvre par l'appareil d'État? Et comment est-ce qu'on peut envisager les rapports entre la France et le Rwanda maintenant? Vous parlez de faits nouveaux, il y en a notamment qu'on a retrouvé dans les archives INA, c'est que le soir du 27, donc le soir de la rencontre d'Éric avec ce détachement là, commandé par le lieutenant-colonel Duval, là c'était des commandos de l'air qui faisaient partie du commandement des opérations spéciales, Duval alias Diego, et bien le soir même, il y a un journaliste, Benoît Ducan, qui transmet les propos de ce colonel Rosier depuis Bukavu, qui dit qu'il y a eu des affrontements à 20 km de Kibuye, ce qui correspond tout à fait à Bicécero, et des affrontements entre l'armée gouvernementale rwandaise et la pointe avancée du FPR, des combattants FPR, qui sont en train de couper en deux la zone gouvernementale. Mais il dit, ça demande des vérifications, il met ça au conditionnel, mais ils vont répéter ça pendant 3 jours, cette information, laissant entendre à l'opinion internationale que le FPR est parvenu dans la région et va couper en deux cette zone gouvernementale, alors que le FPR, à ce moment-là, il essaie de prendre Kigali, il n'a toujours pas pris Kigali, et il marche sur Butare. En gros, il contrôle l'est du Rwanda, mais le FPR n'est jamais venu dans la zone turquoise. Hein. Et dans cette zone turquoise, les massacres ont continué. Oui. Dans cette zone humanitaire sûre, les massacres ont continué, certes à petite cadence, si je puis dire, parce que pourquoi ? Parce qu'il y avait quasiment plus personne. Il n'y avait plus de Tutsis à tuer. Et les rapports maintenant France-Rwanda, on peut dire...
On peut en dire un mot? Les relations diplomatiques sont rétablies, mais Voilà. Là, aux dernières nouvelles, vous avez pu constater que l'ambassadeur, M. Contigny, a été rappelé par M. Juppé. Et il me semble que l'ambassadeur Contigny était apprécié du côté de Kigali. En tout cas, il ne fait pas de doute qu'il y ait une énorme responsabilité du côté de M. Mitterrand et de son entourage. Oui. Et bon, les textes montrent aussi que ça ne permet pas d'exempter aussi le gouvernement de droite de baladure, etc. C'est ça. Bon, C'est que les comme responsabilités sont vous bien avez dit, partagées. ils ont reçu le 27 avril le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le 27 avril, c'est en plein dans la période de grands massacres. Hein, et quand Kouchner vient à Kigali vers au mois de mai, là, oui, notamment, enfin, entre quelque chose comme le 12 et le 15 mai, hein, pour faire évacuer des orphelins et les emmener en France, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a cette grande attaque à Bicécéro, les 13-14 mai. Et le 15 mai, Kouchner est discuté avec le gouvernement intérimaire rwandais. Il avait été accompagné depuis Kigali par le colonel Bagosora, entre autres, à l'aller et au retour. Donc on se rend compte que c'est effectivement une affaire qui a été planifiée et dont les conséquences sont encore actuelles. Je suis désolée, j'aurais aimé parler encore des heures avec vous parce qu'on n'a évidemment pas épuisé la question, mais on y reviendra. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission et respect pour Eric parce que, moi, ça m'a... Voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de mal en préparant l'émission, je ne vous le cache pas. On va écouter, avant de passer aux chroniques de Nils et de Roxana, un morceau. Alors on dit plus jamais ça, et non, c'est pas vrai. Faut arrêter de croire que plus jamais ça. Et le projet génocidaire, c'est toujours une abomination, quelles qu'en soient les victimes. Et on va écouter un morceau de musique klezmer par David Krakauer.